L'audit interne et le contrôle interne. Donc pour la maîtrise du risque, quelles sont les normes de l'audit interne et du contrôle interne? Quels sont les outils des unes et des autres? Et quelle est la relation de ceci et la valeur de l'entreprise? Est-ce que vraiment à travers l'audit interne et le contrôle interne, on peut améliorer la valeur de l'entreprise? Donc là aussi, on distingue deux conceptions. La conception légale, il y a des activités où l'audit interne est obligatoire. La banque, l'assurance par exemple. Et il y a des cas où il n'est pas obligatoire, mais on voudrait le faire. Donc la raison évidente, c'est maîtriser les risques. Mais pourquoi on cherche à maîtriser les risques? Donc pour justement protéger le patrimoine. Mais pourquoi protéger le patrimoine? Parce que la pérennité ou bien la continuité de l'entreprise suppose la maîtrise du risque. Donc le risque suppose un contrôle interne. Et l'efficacité du contrôle interne est vérifiée par l'audit interne, qui est une activité indépendante, qui est séparée à toutes les autres fonctions dans l'organigramme. Comme ça, il sera indépendant de tous les services qu'il va auditer. Donc très souvent, il est rattaché à la DG. Donc pour qu'il a le pouvoir à s'imposer à tout le monde, parce qu'il est proche, bien évidemment, de DG. Donc, commençons par les outils de l'audit interne. Donc, nous avons des outils d'observation, de description. C'est la narration, l'observation également physique. Nous avons les outils d'interrogation. Donc, on pose les questions, donc les interviews, les sondages. Vers la fin, nous avons les rapprochements ou bien la comparaison. Donc, on procède à une comparaison par rapport à un objectif déjà fixé, donc prédéfini. Et voir l'écart et ce qu'on a pu réaliser, atteindre cet objectif et pour justement déterminer est-ce qu'il y a une bonne gestion ou bien une mauvaise gestion. Alors que pour le processus, on passe par 4 étapes. La première, il faut tester la mission, présenter la mission, donner donner le planning de la mission et fixer ses objectifs. La deuxième étape, c'est la mission va être comparée par rapport à une norme, ce qu'on appelle le référentiel que la direction, que le directeur général valide et confirme. Ce référentiel, c'est très souvent, ce sont des instruments du contrôle interne. La troisième étape, donc une fois que l'on fixe le référentiel, on passe à l'exécution et la réalisation de la mission. Donc, on collecte les informations, les données pour détecter les points forts et les points faibles. Donc, les points forts sont les points conformes justement au référentiel, alors que les points faibles, ce sont tous les points non conformes au référentiel. Et puis, on transforme les points faibles en documents, ce qu'on appelle les frappes, feuilles de révélation des anomalies apparentes. Frappe. Chaque frappe correspond à une anomalie. C'est quoi cette anomalie? Quelle est son origine? Comment faire pour régler cette anomalie? Et en fin de compte, vient la dernière étape, c'est celle de la rédaction. Donc, on rédige un rapport. Présenter donc la mission, constituer le référentiel, et réaliser la mission, et rédiger le rapport. C'est ça, ce sont les 4 étapes de l'audit interne. Mais qu'est-ce qu'on entend par le contrôle interne et quelles sont ses caractéristiques? Donc l'ordre de contrôle interne. Donc il se définit, si on fait référence à la définition de la CDG
elle est définie de la manière suivante. Donc c'est un processus, il n'est pas une fonction. Donc c'est l'ensemble des sécurités que la DG mise en place, qui peuvent être des précautions, des règles de travail. Donc ce d'entreprise impose sur ses collaborateurs. C'est ça le contrôle interne. Par opposition, l'audit interne c'est une fonction. Il est dans l'organigramme de l'entreprise. Pour le contrôle interne, c'est un ensemble de sécurité mis en place par la DG dans le but tout d'abord d'optimiser les opérations. Donc c'est la lutte contre le gaspillage, protéger le patrimoine, donc à la fois matériel et immatériel. À titre d'exemple, un magasin dans lequel nous avons le stock, donc il y a le risque du vol, de l'incendie, donc l'entreprise doit mettre en place des sécurités pour protéger le magasin pour que la chaîne de production ne s'arrête pas. Et également fiabiliser les informations, donc faire de telle sorte que les informations sont fiables. Elles respectent le délai, soit social, financier, et vers la fin, le respect de la loi, qui est parmi les objectifs du contrôle interne, donc pour ne pas payer une pénalité ou une amende qui va en quelque sorte impacter le patrimoine de l'entreprise. Donc la loi imposée par l'État, la loi imposée par la DG, ce qu'on appelle les instructions internes. Passons maintenant aux caractéristiques du contrôle interne. Donc la première caractéristique, c'est que c'est un processus, il n'est pas une fonction. Deuxième caractéristique, il est universel. Donc personne n'échappe au contrôle interne. Tous les risques doivent être gérés. Toutes les activités ont des sécurités, ont leur contrôle interne. Le contrôle interne également donc n'est pas standard. Donc varie en fonction de la taille de l'entreprise. Et comme quatrième caractéristique, donc le contrôle interne, il est évolutif, donc n'est pas figé. Donc de plus en plus que l'entreprise évolue, que son contrôle également doit évoluer. Mais maintenant, la question qui se pose, comment peut-on faire un contrôle? Donc comment je vais le faire? Donc l'association d'auditeurs internes qui s'appelle COSO, américaine, il a été créé par l'association d'auditeurs, par 5 associations d'auditeurs internes qui ont créé une association qui a donné la manière, la recette de faire un contrôle interne efficace. Donc elle a donné une première version dans les années 90. Elle a donné des règles à respecter. Donc la première règle, c'est que toutes les sécurités qu'on doit mettre en place, ils sont pour l'objectif justement de sécuriser le patrimoine, de fiabiliser l'information, d'optimiser les opérations, de respecter la loi. Ce sont les objectifs qu'on a cités tout à l'heure. Donc chaque sécurité qui ne permet pas de remplir ces objectifs, il est inutile. La deuxième règle, c'est qu'il doit comporter toutes les unités de l'entreprise. Il ne doit pas exclure aucune unité. Et comme troisième règle, donc, il doit respecter les composantes suivantes. Donc, un environnement favorable au contrôle. Donc, pour avoir un environnement favorable, on doit avoir donc de l'éthique, la morale. Donc, on sait qui fait quoi, comment il le fait, comment il fait et pourquoi il a été là. La deuxième des choses, évoluer, gérer les risques, ou bien évaluer, pardon. Donc, quels sont les risques qui peuvent impacter le patrimoine? Troisièmement, c'est activité de contrôle. Donc, c'est pas forcément des choses terribles. Donc, ils peuvent être
des choses simples. Et puis, il faut informer. Donc, il faut communiquer la procédure en intégrant du contrôle interne au niveau de la procédure. Et vers la fin, il faut piloter. Donc, la mission de l'audit interne, donc, est procéder à un contrôle périodique. Donc, c'est là donc où il existe la différence entre COSO 1 et 2 de 2013. Donc d'après le premier, on évalue le risque, et le deuxième COSO, il détaille les risques, les évalue et calcule leur probabilité et leur impact. Troisième risque, il faut pour chaque risque une sécurité. Donc, la relation de tout ce qu'on a, vu jusqu'à présent avec la relation avec la création ou bien la valeur de l'entreprise. Donc, si on a un contrôle et une audit interne efficace qui respecte toutes les normes, donc on va atteindre les objectifs. Et si on réalise ces objectifs, la croissance est garantie parce qu'on est protégé de tous les risques. Donc, le troisième objectif, donc on a optimisé les opérations, la lutte contre le gaspillage. Donc, on maîtrise le risque du patrimoine et protéger l'information et les fiabiliser. Donc, les choix stratégiques faits par la DG sont bons. Donc la stratégie elle est bonne. Donc tout cela aboutit à des résultats qui sont élevés. Et donc les dividendes vont augmenter. Les corps à la bourse des valeurs vont à leur tour augmenter. Et donc la capitalisation boursière augmente. Et le mark to book augmente, le MTB.